La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance en compagnie de l'historien Georges Bensoussan. Bonjour Georges. Bonjour Ariel. Nous arrivons d'une certaine manière à la fin de notre parcours de plus d'une année dans l'histoire de l'Alliance depuis 1860 jusqu'à nos jours. Et ensemble, finalement, nous allons aborder ces 50 dernières années, quelle a été la place et le rôle de l'Alliance, les modifications, les profonds changements qu'a connus cette institution. Et il faut commencer par parler finalement du rôle de l'Alliance, bien réel, avec à sa tête évidemment René Cassin, dans la reconstruction du judaïsme français après-guerre. Tout à fait. On a déjà abordé ce thème dans les émissions précédentes, la réparation des dégâts, la récupération des biens volés, la reconstruction du judaïsme français en participant au CRIF, par exemple, en ne se coupant pas des grandes instances du judaïsme d'après-guerre. Mais dans l'immédiat, l'Alliance va s'impliquer aussi dans des combats purement nationaux. J'ai parlé la semaine dernière des combats en faveur du sionisme et de la patrie juive, mais les combats nationaux, un certain nombre d'enfants cachés ne sont pas rendus à leur famille, alors qu'ils sont réclamés par elles. Et bien sûr, l'affaire emblématique, c'est l'affaire des enfants Finali, qui aboutit heureusement en 1953. Ils sont rendus à leur famille et envoyés chez leur tante en Israël, puisque ce sont les seuls membres encore survivants de cette famille. Est-ce que l'Alliance y a joué un rôle? Oui, l'Alliance est intervenue à la fin de l'épisode Finali en transmettant au président du Conseil, au ministre de l'Intérieur et au garde des Sceaux une requête, une résolution pour intervenir durement sur cette affaire Finali, en rappelant d'ailleurs que l'affaire Finali n'était pas sans rappeler l'affaire Mortara de 1858, qui était, on s'en souvient, à l'origine indirecte de la création de l'Alliance 2 ans plus tard, en 1860. Donc l'affaire Finali ne pouvait qu'évoquer des souvenirs très forts, humainement, affectivement et politiquement très forts pour l'Alliance. Mais dans l'immédiat, la reconstruction du judaïsme français affrontait une réalité douloureuse. Après 1918, le rôle diplomatique de l'Alliance avait considérablement décliné du fait de la naissance de la SDN et du fait de la naissance des grandes organisations juives américaines qui, progressivement, lui dament le pion, lui font de l'ombre et qui sont à l'image des États-Unis dans ce début du XXe siècle, c'est-à-dire une puissance dominante. Bon, eh bien, il en va de même pour le judaïsme américain. Il est à l'aune, il est à l'image des États-Unis tout entier. Eh bien, après 1945, ça n'est plus d'un déclin dont on peut parler en matière diplomatique pour l'Alliance, c'est d'un quasi-effacement en fait. Un quasi-effacement, d'autant qu'il y a cette fois, après 1945, en dehors des organisations juives américaines et de l'ONU et des organismes spécialisés de l'ONU, il y a un nouvel interlocuteur qui va se poser en porte-parole du judaïsme du monde entier, c'est l'État d'Israël. Alors, ça commence à être vrai dès 1948 avec l'indépendance, et ça le sera bien plus avec le procès Eichmann en 1960. Va être obligée de se replier, et elle se replie d'ailleurs d'autant plus obligatoirement que les États arabes dans lesquels elle est très bien installée, implantée par son réseau scolaire, deviennent indépendants les uns après les autres. Je rappelle la Syrie dès 1946, l'Irak déjà en 1932, le Liban en 1943, la Syrie en 1946. L'Égypte est indépendante également, et les États du Maghreb, vous le savez, 56 pour le Maroc et la Tunisie, et 62 pour l'Algérie, même si l'Alliance n'y est pas très présente sous une forme classique. La Libye, j'allais l'oublier, en 1951 également. Donc finalement, c'est l'ensemble du Proche-Orient qui devient indépendant, les États arabes deviennent indépendants et qui nationalisent le réseau d'enseignement, bien sûr. Par conséquent, les réseaux de l'Alliance ferment ou les écoles sont confiées aux communautés juives, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça implique pour l'Alliance? Ça implique un recentrement de sa mission d'origine. Je vais le résumer en 2 mots. En 1860, au moment de la fondation, l'Alliance a cherché à ouvrir le judaïsme au monde moderne. Après 1945, elle va chercher à ouvrir le monde moderne à la connaissance du judaïsme. Il y a un recentrement complet de la perspective, tout simplement parce que l'Alliance est obligée de se recentrer sur la France, d'une part, et progressivement, très rapidement après 1948, sur l'État d'Israël. D'ailleurs, aujourd'hui, les 2 grands pôles pédagogiques de l'Alliance, c'est la France et l'État d'Israël, avec une petite antenne au Maroc, mais c'est peu de choses par rapport à la puissance de l'Alliance dans les 2 pays que je viens de citer. Alors, dans tous les cas de figure, quand je parle d'un déclin de l'Alliance, non seulement la fermeture de son réseau scolaire, c'est fini la grande époque des 185 écoles de 1914, on en est à peine
d'une trentaine d'écoles, sinon une vingtaine d'écoles. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça va se faire sur une vingtaine d'années. Mais en gros, dans les années 70, c'est à peu près ça le bilan. Mais ce déclin s'accompagne aussi de problèmes financiers récurrents. Et là-dessus, l'aide du judaïsme américain a été fondamentale. J'en ai souvent parlé dans les émissions précédentes, l'American Jewish Committee et le Joint en particulier. Et ça ne suffira pas toujours d'ailleurs à résoudre ces problèmes. Alors est-ce que ce que je viens de dire signifie que diplomatiquement l'alliance a totalement disparu? Non, pas du tout. Par exemple, on retrouve l'alliance comme partenaire dans les négociations sur les réparations allemandes en 1951-52, qui se terminent par les accords du Luxembourg, qui ont été voulus par l'Allemagne fédérale. Je rappelle que la RDA s'est voulue totalement en dehors de ces réparations, elle ne s'estime aucune responsabilité dans le génocide des Juifs. Donc c'est la RFA qui a voulu ces négociations, qui aboutissent aux accords du Luxembourg. Alors pourquoi l'alliance? Tout simplement parce que l'alliance est partie prenante, parce qu'elle va recevoir une partie des indemnités qui seront décidées par les accords judéo-israélo-allemands de 1952. Une partie lui revient sous la houlette de la Claims Conference et entre autres la reconstruction de la bibliothèque qui a été pillée par les Allemands se fera par les Allemands. Cela dit, sur le plan intérieur également, il y aura de grandes modifications initiées par René Cassin. René Cassin fait adopter une réforme importante dès 1945. L'article 1er des statuts de 1860 est abrogé et le nouveau texte définit la mission de l'Alliance, je cite, le nouveau article numéro 1, « Il faut prêter appui à ceux qui souffrent en leur qualité d'Israélites ou de minoritaires et de favoriser toute mesure destinée à promouvoir ou défendre les droits de l'homme, etc., etc., etc. » En fait, ça signifie que progressivement, au fil des années, on va constater qu'autant l'Alliance mettait l'accent sur l'universalisme et la défense des Juifs du monde entier, autant il va falloir, pour l'Alliance, au fil des années, mettre l'accent sur la connaissance du judaïsme, sur la connaissance de l'hébreu, sur la connaissance de la liturgie, bref, se recentrer sur le monde juif. Alors j'ai dit, écoles fermées les unes après les autres, mais il y a une exception. Extraordinaire, c'est une embellie, c'est l'embellie marocaine. Une exception paradoxale parce qu'au moment où les écoles ferment en Syrie, en Irak évidemment, en Égypte et ailleurs, au Maroc au contraire, on voit une floraison d'écoles nouvelles, largement financées par le judaïsme américain, dans des montagnes perdues de l'Atlas, là dans des bourgades avec des communautés juives qui n'avaient jamais vu la moindre école de l'Alliance dans les années 20, 30 ou 40 du XXe siècle. Cette fois, elles le connaissent. Mais c'est un renouveau qui est superbe et en même temps paradoxal. Superbe parce qu'encore une fois, là on peut dire que l'Alliance connaît au Maroc son acmé, un véritable âge d'or un peu tardif, mais paradoxal pourquoi? Parce que ça se situe au moment même où les Juifs du Maroc quittent le pays en masse. Je rappelle qu'en 1956, au moment de l'indépendance, un tiers des Juifs du Maroc ont déjà quitté le royaume. Et qu'en 1967, à la veille de la guerre des 6 jours, je dis bien à la veille, le royaume. C'est-à-dire qu'en fait, cette floraison n'aura pas servi à grand-chose, sauf dans un cas précis. C'est que l'Alliance prend conscience de son retard en matière de formation des maîtres vis-à-vis du judaïsme, de la Torah, du Talmud et de l'hébreu, et elle crée en 1953 à Casablanca cette école qui était attendue depuis si longtemps et qui est enfin créée, qui est l'école normale hébraïque de Casablanca. Merci beaucoup, Georges Bensoussan. Et pour conclure, finalement, pouvons-nous dire que l'Alliance a su se renouveler et se réinventer en fonction des circonstances jusqu'à aujourd'hui? Très largement, oui. Elle a pris le tournant, et René Cassin n'y a pas été pour rien, puisqu'elle a, je l'ai dit, très largement recentré sa mission d'origine. Sa mission d'origine, ça va être de rejudaïser les communautés, de les réarmer moralement, intellectuellement en matière de judaïsme, et au-delà de la formation des maîtres, de former également les cadres communautaires des grandes communautés de la La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan.